Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'anglais c'est cool. Aujourd'hui c'est le troisième et dernier épisode de ma série Relier deux noms. Et oui, cette série touche à sa fin, c'est le troisième et dernier épisode. Donc si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous conseille d'aller les voir dans la playlist qui est juste ici. Donc pour ce dernier épisode, nous allons aborder ce qu'on appelle les mots composés. Et les mots composés, je pense que ça ne vous est pas inconnu, puisque dans des précédentes vidéos, j'en avais abordé quelques-uns. Ça arrivait que parfois, dans du vocabulaire, je vous signale que tel ou tel mot était un mot composé ou non. D'ailleurs, je vous avais même donné le nom en anglais des mots composés, et en anglais, ça s'appelle un compound. Donc, le principe d'un mot composé, c'est qu'il est construit avec deux mots. Je ne dis pas deux noms parce que, en tout cas pour l'anglais, vous allez voir, ça dépend parfois de quel mot composé il s'agit. C'est vrai que très souvent, on va avoir deux noms, puisque la série en plus est reliée de deux noms, mais ça peut arriver que vous ayez des mots composés où il n'y a pas forcément deux noms, mais un élément plus un autre nom. Dans tous les cas, il y aura quand même toujours un nom. Le deuxième élément d'un nom composé sera la plupart du temps, et même tout le temps en fait, j'ai envie de dire, ce qu'on appellera l'élément de base, c'est-à-dire le nom qui est en soi le noyau, si vous voulez, du nom composé, même s'ils sont que deux. Et souvent le nom qui sera devant, ou le mot en général qui sera devant, va en fait venir définir ce deuxième élément, en fait, ce deuxième nom. En fait, le premier élément, ça sera très souvent un nom, mais il aura un comportement d'adjectif, parce qu'il va servir en fait à qualifier le deuxième nom, si vous voulez. C'est un peu le même principe que ce qu'on avait vu un petit peu, on va dire, avec le génitif parfois. C'est-à-dire que c'est deux noms, mais le premier, enfin celui qu'on met devant en tout cas, va servir en fait à qualifier, à définir, à donner une information sur le deuxième nom. Et puisqu'il a un comportement d'adjectif, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne pourra pas le mettre, ce premier nom, au pluriel, même si le deuxième, lui, il est au pluriel. En fait, le premier ne s'accordera pas parce que, même si c'est un nom, il aura une fonction d'adjectif, et vous savez que la fonction passe avant la nature première en fait de l'élément dans une phrase. Donc si la fonction fait que le S ou le pluriel en général n'est pas possible, là dans ces cas-là en fait il va falloir respecter la règle, même si de base c'est un nom qui est utilisé. Première partie de cette vidéo, je vais vous parler de la formation des noms composés. Donc là on va vraiment détailler au fur et à mesure, voir comment on construit un mot composé ou un nom composé, voir quels éléments on peut retrouver, à quoi ça va servir aussi, qu'est-ce qu'on peut déterminer, comment on peut construire un mot composé en anglais. Donc tout d'abord on va parler du premier élément. Et le premier élément peut parler du lieu. Par exemple, vous allez retrouver des termes comme the back door, a London subway, ce genre de choses. Alors aussi, petite chose par rapport aux noms composés, c'est vrai que peut-être en tant que francophone, on a tendance à avoir des traits d'union. Il faut savoir en anglais, c'est que le mot ou le nom composé peut avoir vraiment différentes formes. Soit vous allez avoir les deux noms collés, comme si c'était un seul et même nom, soit vous allez avoir effectivement aussi le trait d'union, mais il faut savoir que le trait d'union tend à disparaître un peu avec le temps, ce qui fait qu'on se retrouve très souvent maintenant avec juste deux noms en fait à côté, mais espacés, sans forcément de trait d'union et sans qu'ils soient collés. Attention tout de même, si vous avez un doute sur comment est écrit un nom composé, il faut quand même savoir que tous les noms ou les mots composés ne sont pas, enfin les deux éléments ne sont pas collés à l'intérieur. Si vous avez un doute, je pense que dans un extrême cas d'urgence, il vaut mieux ne rien mettre, juste laisser un espace entre les deux noms, et je pense qu'on vous comprendra. Je parle surtout pour l'écrit là du coup, parce que à l'oral, ce qui va faire qu'on sait que c'est un nom composé ou pas, parce que j'en parlerai plus tard dans la vidéo, mais il faut faire attention aux noms composés, à comment vous les prononcez, parce que vous n'allez pas forcément dire la même chose. Alors il y a des noms composés qui, peu importe si c'est un nom composé ou pas, on va comprendre de quoi vous parlez, parce que la signification est la même. Par contre, il y a des noms composés où, selon comment vous prononcez les deux noms, justement, surtout quand vous les voyez séparés dans une phrase, ça va vraiment tout changer. Il y a des noms qui, une fois mis ensemble pour faire un nom composé, ça veut dire totalement autre chose que le sens de base, c'est-à-dire si c'était pas un nom composé. Donc c'est là, il va falloir faire attention, du coup, à l'oral, quand vous allez les prononcer. Alors, je pense qu'en tant que débutant, ou même si vous n'êtes pas très à l'aise, je pense que les anglophones vous pardonneront, et puis le contexte les aidera sûrement à comprendre de quoi vous parlez, mais malgré tout, c'est important d'y faire attention, parce que ça peut porter à confusion selon de quoi vous voulez parler. Ensuite, le premier élément peut faire référence à l'usage, en fait, tout simplement. Par exemple, a bottle opener. On voit qu'en premier, on a du coup bottle,
donc la bouteille, et opener, donc l'usage qu'on en fait du coup. Donc opener, le fait que ça ouvre la bouteille. Là en l'occurrence, comme vous le voyez écrit, il y a le trait d'union. Je pense que vous pouvez retrouver ce genre d'expression sans trait d'union. Je pense pas que les anglophones s'embêtent tout le temps à le mettre, mais voilà, normalement c'est comme ça qu'il est écrit. Ça peut faire également référence à la matière, donc par exemple a plastic bag. Là on voit que plastique, donc c'est la matière du sac, donc ça se retrouve en premier. Ça peut faire référence à la cause également. Par exemple si on dit hay fever c'est un rhume des foins. Eux ils parlent de la fièvre et nous on parle d'un rhume. Qu'est-ce qui fait qu'on a la fièvre ou un rhume, ça dépend si vous êtes anglophone ou pas. C'est le hay, donc le foin. Et enfin, ça peut faire référence aussi à l'objet. Par exemple, a gold digger, c'est un chercheur d'or. Donc, gold est en premier parce que ça fait référence du coup à l'objet qui... pareil, quand je dis objet, c'est très vaste. Dans la grammaire, l'objet, c'est plein de choses. C'est pas des objets basiques comme on pourrait avoir en tête quand on pense au mot objet. Du coup, il faut faire attention quand vous allez procéder à la traduction des noms composés aussi, parce que, toujours pareil, en anglais, il y a l'inversion. Puisque le premier élément a une fonction d'adjectif, forcément, il sera devant le nom. Évidemment, vous pouvez retrouver des adjectifs après, mais souvent ça concerne des verbes au participe passé qui ont une fonction adjectivale, ou ça peut être aussi quand il y a quelque chose entre le nom et l'adjectif. Donc c'est possible autant en français qu'en anglais, ce genre de cas de figure, mais en anglais, les adjectifs épithètes sont quand même très fréquents, donc les adjectifs se retrouvent devant le nom. C'est pour ça qu'il y a l'inversion en anglais, et par contre en français, si vous dites the back door, vous direz la porte de derrière, donc door se retrouve devant, et back se retrouve après. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, le premier nom, très souvent, ça va être un nom, c'est sûr, puisque c'est le thème de la série, mais par contre, ça peut être aussi autre chose qu'un nom. On va voir ça tout de suite. Ça peut être donc un adjectif, par exemple si je vous dis a blackbird, donc là en l'occurrence c'est typiquement le genre d'exemple où je voulais en venir tout à l'heure par rapport à la prononciation. Si vous dites blackbird, il s'agit d'un merle, mais si vous dites a blackbird, il s'agit d'un oiseau noir. À l'écrit, ça ira parce que les deux noms seront séparés. Quand c'est un oiseau noir, par contre, quand il s'agit du merle, là, les deux noms seront collés. Ce qui fait que, généralement, c'est assez clair. Après, voilà, si dans le contexte, vous montrez littéralement un merle, peu importe comment vous le prononcez, on vous comprendra, ne vous inquiétez pas. Et puis, si un merle, ça s'appelle un blackbird, c'est qu'il y a une bonne raison aussi, quoi. Ensuite, vous avez aussi, par exemple, a shortcut. Donc, a shortcut, c'est un raccourci. Cut, donc ça coupe. Et short, c'est court. Les deux noms sont assez logiques. J'aime bien aussi vous expliquer un peu le sens littéral parce que même en traduisant de manière très mauvaise comme ça, on comprend souvent derrière pourquoi on a mis ces deux noms ensemble, quelle est la logique finalement. Donc là pareil, je pense que vous pouvez retrouver les deux séparés, donc ça sera, mais du coup ça sera plutôt un découpage court plutôt qu'un raccourci. Donc voilà, pareil, il va falloir faire attention à la prononciation, donc parce qu'il faut savoir quelque chose en anglais, c'est que quand il y a deux syllabes comme ça va forcément être la première qui sera accentuée, surtout quand c'est un nom. Quand c'est un verbe, c'est différent. Quand c'est un verbe, ça va très souvent être la deuxième syllabe qui sera accentuée. Par exemple, pour un même mot, en fait, qui va autant être un nom qu'un verbe selon le contexte. Si vous le prononcez de manière individuelle, c'est là qu'on va savoir si vous parlez du nom ou du verbe. Après, le verbe, vous pouvez toujours mettre tout dans le doute au début, comme ça, il n'y a pas de danger. Mais voilà, la prononciation compte aussi et diffère selon si c'est un verbe, un nom, etc. Ensuite, le premier élément peut également être un verbe. Oui, tout à fait. Par exemple, a swear word. Donc, a swear word, c'est un juron. Parce que swear, ça veut dire jurer. Jurer autant dans le sens je jure devant Dieu que voilà. Autant dans le sens dire des gros mots. Et word, c'est un mot. Voilà. Ensuite, vous avez pareil pour frozen food. Donc, frozen food, c'est la nourriture surgelée, tout simplement. Donc, frozen, on parle pas de la Reine des Neiges ici. Oui, la Reine des Neiges s'appelle surgelée. Oui. Là, par contre, ils sont plutôt séparés, les deux noms, ils sont pas ensemble. En fait, vous allez voir que ça va un peu tomber sous le sens, après. Quels noms sont collés, quels noms ne sont pas collés. Et enfin, le premier élément peut aussi être une particule. Et oui. Par exemple, vous pouvez dire an inpatient. Donc, an inpatient, c'est pas quelqu'un d'impatient. C'est un malade hospitalisé. Donc, en fait, vous avez le in qui est une particule qu'on va mettre au début. Vous avez votre trait d'union et ensuite vous avez patient. Donc patient, ça va être le patient, forcément là c'est très transparent. Et in, en fait, je pense que c'est le fait qu'il est interné, il a été interné à l'hôpital. Donc c'est quelqu'un qui est malade, un patient qui a été interné à l'hôpital. Et ensuite vous avez le mot qu'on utilise pour dire sur réservation en anglais qui est
overbooking. Overbooking, c'est d'ailleurs, c'était quelque chose qu'on utilise, je trouve, de plus en plus quand on dit ah ben là je suis overbooké, enfin voilà, après on l'a francisé, mais voilà, c'est ça que ça signifie, c'est quand généralement on a trop de surcharge par rapport à quelque chose, qu'on booker quelque chose, pareil, quand on dit on book quelque chose, c'est totalement un anglicisme, mais ça veut dire qu'on réserve en fait quelque chose, et overbooking, c'est le fait qu'il y ait une surréservation, donc il y a trop de choses en fait. Ensuite, nous allons passer au second élément et comment il se construit et qu'est-ce que ça peut être ce fameux second élément. Donc pareil, ça peut être un nom, comme on l'a vu dans tous les autres exemples, mais ça peut être autre chose aussi qu'un nom. Ça peut aussi être une partie. Quand vous dites par exemple a breakdown c'est une panne, ou a checkout c'est une caisse en fait en supermarché. Ça peut aussi être également un verbe, mais cette fois-ci ça va plutôt être un verbe en ing. Donc vous pouvez très bien dire rock climbing, donc qui est de l'escalade, donc rock c'est les rochers, la pierre, et climb c'est le fait de grimper. Vous avez aussi window shopping c'est du lèche-vitrine. Et là pareil c'est assez logique parce que, alors nous on lèche la vitrine mais en français, mais en anglais window shopping c'est logique parce que window c'est la vitrine, ou la vitre, ce que vous voulez, et shopping c'est le fait de faire du shopping, donc c'est faire du shopping à travers la vitre quoi, c'est juste regarder ce qu'il y a en vitrine, donc c'est très logique aussi en anglais, même plus logique que nous je dirais. Par rapport à l'accentuation justement, il y a un exemple que je voulais vous mettre un petit peu, on va dire un petit bonus, que je trouve assez marrant. Par exemple quand vous parlez des professeurs, là c'est de nouveau un contexte où il va falloir faire attention parce que on met la matière devant, mais là où il va falloir surtout faire attention, parce que vous me dites oui, un professeur de maths, et alors ça peut pas être autre chose qu'un professeur de maths. Mais là où il va falloir faire attention, c'est quand c'est un professeur de langue. Parce que si vous dites par exemple a French teacher, c'est un professeur de français. Mais si vous dites a French teacher, c'est un professeur qui est français. Donc là, ce n'est pas la même chose. Alors, pareil, selon le contexte, c'est pas dramatique. Rien n'est dramatique en anglais, hein, qu'on soit clair. Bon, il y a des choses qu'il faut pas dire, et évidemment, qui sont totalement fausses, hein, même dans le langage courant, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dramatiques. Après, l'accentuation, c'est naturel pour eux, donc ils s'attendent à ce que vous le prononciez correctement, même si vous n'êtes pas anglophone. Toujours pareil avec le contexte qu'il y aura autour de ce que vous allez dire. Donc voilà, c'est ce genre de contexte où, effectivement, il va falloir peut-être faire attention, parce que si vous voulez être vraiment précis dans ce que vous dites, ça peut porter à confusion. Après, en soi, c'est pas grave dans ce genre de contexte-là, mais bon, on sait jamais, c'est toujours mieux de faire attention à ça. Alors, dans la construction d'un nom composé, on peut retrouver effectivement plus de 2 noms, c'est possible. Par exemple, Word Processing Package, donc logiciel de traitement de texte. En fait, on a déjà un premier nom composé avec Word Processing et ensuite vous avez un autre nom qui suit, Package. Là, en fait, si vous voulez, le premier nom composé, donc Word Processing, lui en entier, en fait, aura cette fonction dans le segment d'adjectif. C'est-à-dire que c'est un nom composé, donc Word définit, qualifie comme un adjectif Processing, donc l'activité du Processing, mais les deux ensemble, le bloc ensemble, va aussi venir qualifier package. Vous pouvez avoir ce genre de composition, c'est totalement possible. Mais du coup, voilà, il y a double qualification finalement du nom, parce que du coup, vous avez le tout premier élément qui va venir définir le second, dans la première formulation du nom composé. Mais le nom composé va aussi venir qualifier package, donc c'est vraiment comme si on avait un très très long nom finalement. Vous avez aussi par exemple a toothbrush mustache. Donc a toothbrush mustache, c'est le fait d'avoir une moustache en brosse, on dirait en français. Donc pareil, toothbrush, c'est une brosse à dents. Tooth va venir définir, qualifier brush, donc c'est une sous-catégorie de brush, c'est une brosse pour les dents. Mais le tout ensemble va venir aussi qualifier et définir mustache. Donc va agir comme un adjectif sur mustache, parce que pareil, c'est toothbrush mustache, c'est une sous-catégorie de mustache. D'ailleurs, les titres de journaux, si vous en lisez des journaux, moi je sais que j'en lis pas forcément, quand je vous dis ça, c'est souvent parce que je me suis quand même renseignée avant, mais dans les titres de journaux, c'est fréquent qu'il y ait beaucoup de noms comme ça à la suite. En fait, ça leur permet tout simplement de gagner de la place, donc au lieu de mettre forcément des petites prépositions, particules ou des verbes même entre, ça, s'ils veulent faire des gros titres ou des machins, ils mettent juste plusieurs noms à la suite, tout simplement, donc on peut avoir comme ça des noms composés à rallonge. Mais quand je vous dis ça, c'est vraiment parce que c'est réservé exclusivement au langage des journaux, en fait. Dans la vie courante, ça serait pas très correct de parler de cette façon-là. À moins qu'on ait envie de parler comme un titre de journal, hein, selon le contexte, je sais pas, mais dans la vie courante, quand on a une conversation, on va dire, à peu près normale, pas trop quand même. Mais
Voilà, c'est toujours intéressant de le savoir. Pour moi, à chaque fois que je vous donne ce genre d'infos, c'est surtout pour que vous ne soyez pas surpris. Parce que moi, je vous dis quelque chose, mais comme je vous l'ai dit, dans la vie courante et dans le journalisme, il y a beaucoup de choses qui se font, surtout en anglais. Il y a beaucoup de raccourcis. Autant en français, je pense qu'on est assez à cran, on fait très attention à la langue encore dans le journalisme. Autant en anglais, il y a beaucoup de raccourcis qui sont faits pour justement gagner en place, gagner en temps, etc. Donc il y a des raccourcis, que ce soit au niveau grammatical, au niveau syntaxique. Il y a beaucoup de raccourcis comme ça et c'est toujours intéressant d'être au courant parce qu'au moins quand on débute, si on veut lire un article, on n'est pas surpris, on se dit pas oula, il y a des fautes. Alors qu'en fait, oui, en soi, ça pourrait être vu comme une faute grammaticale. Après, voilà, c'est vraiment purement d'un point de vue grammatical. Dans le langage journalistique, c'est autorisé. C'est possible, en fait. C'est permis, on va dire. Donc, vous pouvez très bien avoir des titres de journaux du type Rugby World Cup Warm-up Match for the Box. Match d'échauffement des box pour la Coupe du Monde de rugby. Voilà. Donc, au lieu d'avoir des prépositions et des machins, on a tout enlevé, on a juste mis les noms, ça suffit, voilà. Deuxième partie de cette vidéo, je vais vous parler des fonctionnements des noms composés. Donc déjà, premièrement, comme je vous l'ai dit, le premier élément, comme il se comporte comme un adjectif, il ne portera pas la marque du pluriel. Ça, c'est le deuxième nom qui prend ça en charge. Même dans des exemples comme Pine Forest. Pine Forest, c'est une forêt de pins. Et là, vous voyez qu'on n'a pas mis de pluriel, ni à Pine, ni à Forest, parce que c'est pas plusieurs forêts, il y a plusieurs pins dans une forêt, mais pour autant, on va pas mettre un S à Pine. En français, c'est ce qu'on fait, on met au pluriel Pine, enfin pin du coup, mais en anglais, non, parce qu'il a une fonction d'adjectif. Donc, comme il a une fonction d'adjectif, pas de pluriel. Pareil si vous dites a shoe shop. Shoe shop. Shoe shop, c'est un magasin de chaussures. Donc pareil, il s'agit pas de... Là, on parle pas de plusieurs magasins de chaussures, on parle d'un magasin où il y a beaucoup de chaussures. Pour autant, on mettra pas de S à shop et on mettra pas non plus de S à shoe parce que du coup, même s'il y en a plusieurs, ça fonctionne comme un adjectif, donc pas de pluriel. Et pour revenir sur la brosse à dents, d'ailleurs, qui est un très bon exemple à ça, quand vous dites a toothbrush, tooth, c'est la dent au singulier. Parce que la dent au pluriel, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, et si vous le saviez déjà, je vous le rappelle, c'est teeth. Comme les pieds, vous avez foot et feet. Et pour les dents, c'est pareil. Une dent, c'est tooth, et à partir de deux dents, c'est teeth. Et c'est vrai que c'est un très bon exemple pour vous montrer que justement, le premier élément ne prend pas du tout en charge le pluriel, puisque il agit comme un adjectif. D'ailleurs, vous avez des noms comme wages. Wages, c'est le salaire en anglais qui, de base, en fait, est mis au pluriel. En fait, peu importe comment vous en parlez, c'est un nom qui est déjà au pluriel à la base. Même lui, perd son S quand il est dans un nom composé. Par exemple, wage earner. Donc, un wage earner, c'est un salarié. Évidemment, sinon ça serait pas drôle, il y a quand même des exceptions. Donc parmi les exceptions, vous avez plusieurs expressions. D'ailleurs, vous allez voir, c'est des expressions qui font beaucoup référence aux armes. Vous avez par exemple un arms cache. Donc un arms cache, c'est un cache-arme. Pour le coup, on ne peut pas faire plus transparent que ça. Là, donc, on retrouvera le pluriel avec arm, même si il fonctionne comme tout autre premier élément d'un mot composé, mais là, il fait partie des exceptions. Vous avez aussi the arms race, donc la course à l'armement. Là, vous voyez, au contraire, en français, on n'a pas du tout de pluriel. C'est juste la course à l'armement, parce qu'on a utilisé un nom singulier, l'armement, qui englobe en fait le fait qu'il y ait plusieurs armes. Et en anglais, eux, ils utilisent plutôt le mot arme, mais mis au pluriel pour faire comprendre qu'il s'agit d'une grosse masse d'armes en fait. Donc nous, on utilise plutôt la masse et eux, le fait qu'il y en ait plusieurs, donc ils comptabilisent un peu. Vous retrouvez ça aussi avec le nom carrier, donc par exemple le Carrier's Office. Donc le Carrier's Office, c'est un centre d'orientation professionnelle. Donc je pense que... Alors je voudrais pas dire de bêtises, mais je pense que ça peut-être s'apparenter à, j'allais dire Pôle emploi. Alors je suis pas experte dans ce genre de choses, mais je pense qu'on peut voir Pôle emploi comme un centre d'orientation professionnelle, puisqu'ils font passer des stages, je sais qu'ils font passer des stages et des formations, ils aident aussi tout simplement à trouver du travail hein, et à payer aussi le chômage, mais je pense qu'on peut le lier à ça. Ouais, je sais. Alors je connais pas vraiment l'équivalent dans les pays anglophones, sachant que aux États-Unis déjà c'est marche ou crève, donc bon voilà. Et en Angleterre, je sais pas du tout, mais je pense que c'est sensiblement la même chose. Après, je sais que ça peut se préciser, surtout en France, on a pas mal de centres différents, effectivement, pour aider les gens à s'insérer professionnellement, donc je sais pas. Mais voilà, vous avez compris ce que c'était dans tous les cas. Contrairement à shoe shop, pour les vêtements, on pourra dire a clothes shop. Donc il faut faire attention avec clothes, parce que j'aimerais revenir quand même dessus, au cas où ça serait quelque chose qui serait confus pour vous. Mais il faut savoir que clothes est très souvent au pluriel quand on parle des vêtements. Parce que si vous le retrouvez au singulier, ce mot, la prononciation sera un peu différente. Au niveau du haut, ce sera
clothes. Clothes, c'est plutôt un tissu, ce qui s'apparente au tissu. On parle pas vraiment d'un vêtement en soi quand on dit cloth, alors que clothes, là on parle des vêtements quand c'est mis au pluriel. Donc il faut bien faire attention quand même entre les deux. Et vous retrouvez également la même chose, par exemple avec Customs Officer. Donc Custom Officer, c'est un douanier. Et évidemment, la langue anglaise étant quand même assez flexible, il y a des situations où vous avez le choix de mettre le premier élément au pluriel ou non. Par exemple, quand vous dites an antique dealer, ça veut dire un antiquaire, mais vous pouvez aussi dire an antiques dealer, donc le mettre au pluriel. Voilà, là c'est le genre de cas de figure où l'un ou l'autre ça va, donc si vous vous trompez, enfin si vous savez pas trop, c'est pas grave. Et vous avez aussi la même chose avec the drug problem. Vous pouvez dire the drug problem, donc mettre drug au singulier, ou dire the drugs problem, donc mettre drug au pluriel. Évidemment, quand je vous fais ce genre de petites listes, c'est pas du tout exhaustif, hein. Il y en a plein d'autres, sachant que les anglophones, j'allais dire les anglais, mais non, c'est les anglophones, adorent créer aussi des noms composés un peu de toutes pièces. Si vous regardez des séries, on va dire, enfin je veux dire c'est dans toutes les séries, mais les séries où il y a beaucoup de dialogues, comme moi par exemple, une de mes séries préférées c'est How I Met Your Mother. C'est un peu le genre de série assez bien, je trouve, pour se plonger dans un anglais très courant, bon très américain aussi, mais très courant. Mine de rien, ça vous apprend pas mal de trucs, d'expressions de la vie courante, quand vous faites bien attention à la langue. C'est vraiment le genre de série qui est vraiment accessible je trouve en termes de langue, mais qui va vous aider justement à entendre des choses très courantes. Donc je trouve que c'est très bien et moi je sais que j'ai pris des expressions alors un peu bêtes des fois, mais à travers ce type de série parce qu'il y a beaucoup de dialogues et c'est du langage courant, totalement courant. Donc du coup c'est très bien pour vous plonger vraiment à fond dedans. Voilà, repérer les expressions qu'on utilise souvent, la façon de parler, la prononciation, l'accentuation, c'est vraiment très bien. Et donc voilà, comme je vous disais, c'est pas du tout une liste exhaustive et dans le langage courant, ça arrive que les anglophones eux-mêmes en fait créent des fois sur le moment en fait ce genre de mots composés dans les règles de la grammaire quand même, mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui est presque infini, je dirais, dans la langue anglaise, le fait de faire des mots composés. C'est vraiment, c'est pas l'essence même de la langue, mais des fois presque, hein, si vous écoutez bien, il y a plein de cas de figure où vous allez retrouver des anglophones qui composent vraiment plein de mots composés comme ça, et même si à la base ça existe pas vraiment, on va dire. Donc ça voilà, après ça dépend de chacun, il faut vraiment être très à l'aise. Moi-même, j'ai tendance à plutôt utiliser des mots composés qui existent déjà. Je suis pas forcément encore très à l'aise d'en créer moi-même, en tout cas spontanément. Je pense qu'en y réfléchissant, je pourrais. Par contre, tout ce qui est spontané en langue, dans un contexte scolaire, il faut faire très attention que vous n'ayez pas inventé n'importe quoi. Parce que moi, des fois, j'ai eu l'audace, on va dire, un petit peu de faire ça. Et en fait, le truc a été barré et c'était faux, quoi. Donc, faites attention, soyez sûr de vous quand vous faites ça. Quand vous utilisez un mot composé, soyez sûr de vous. Il vaut mieux utiliser une paraphrase plutôt que d'utiliser un mot composé dont vous n'êtes pas sûr du tout, parce que par contre dans le cadre scolaire, ça va être beaucoup plus strict que dans la vraie vie. Dernière partie de cette vidéo, on va parler du génitif dans les mots composés. Et oui, on retrouve notre petit génitif qu'on a vu dans la précédente vidéo. En fait, vous allez voir, je pense d'ailleurs qu'on en a sûrement vu même dans la précédente vidéo, sans trop le vouloir finalement. En fait, vous allez voir, au niveau de la construction, c'est comme le génitif qu'on a vu dans la précédente vidéo. Donc, vous allez retrouver votre nom, apostrophe S, autre nom, N2, apostrophe S, N1, ou après voilà, N1, apostrophe S, N2, c'est comme vous voulez pour l'appeler, mais moi je préfère dire N2, apostrophe S, N1. Donc là, par rapport à ce génitif, c'est ce qu'on va appeler le génitif classifiant, ou aussi générique. Voilà, vous avez deux termes pour définir ce génitif-là, donc rien à voir avec le génitif déterminatif. C'est sûr qu'au niveau de la structure et de la construction, ça va, c'est proche, hein, c'est la même chose. Par contre, au niveau de l'utilisation, c'est là que ça va être différent. Mais c'est quelque chose qu'on avait plus ou moins, enfin qu'on avait un petit peu abordé dans la précédente vidéo. J'allais essayer de pas trop vous en dire pour le garder un peu pour cette vidéo aussi. Mais voilà, vous allez voir que ça se construit de la même façon, mais ça ne s'utilise pas de la même façon et ça n'a pas la même signification. Et les éléments n'ont pas la même valeur, la même fonction forcément. Il y a toujours le premier élément qui a, qui a une fonction d'adjectif, mais par contre, voilà, c'est assez différent du déterminatif, évidemment. Donc par exemple, vous pourriez très bien dire « child's play ». A child's play, donc c'est un jeu pour enfants. Ou children's clothes, des vêtements pour les enfants. A birch's knife, donc un couteau de boucher, donc c'est une sous-catégorie du couteau. A bird's nest, donc un nid d'oiseau. A dog's life, donc une vie de chien. Donc moi je dis beaucoup ça à mes petites chiennes, enfin
elles habitent pas avec moi, elles sont avec mes parents, mais voilà, je leur dis beaucoup ça parce qu'elles sont super bien traitées, elles ont bien à manger, elles ont un super panier, elles sont chouchoutées de ouf, donc ça dépend des chiens en fait. Et vous avez aussi les sous-catégories, par exemple aussi dans les aliments comme goat's milk, cow's milk, ce genre de choses. Ou par exemple aussi goat's milk cheese, cow's milk cheese, voilà, pour bien préciser de quel type de fromage, avec quoi a été fait le fromage en tout cas. Et là pareil, je vous donne quelques exemples, mais la liste est infiniment longue quoi. Ensuite, vous avez des noms composés où, de prime abord, on dirait pas que c'est du génitif, enfin surtout qu'à l'origine c'était un génitif, mais c'est un nom où en fait la marque du génitif a été faite différemment. En fait avec le temps, le génitif a un peu fondu pour souder les deux noms, et finalement c'est pour ne faire plus qu'un seul nom. Donc ça vous le retrouvez notamment quand vous dites bridesmaid, le S ne signifie pas le pluriel de bride. Le S dans ce nom composé là, en fait, c'est le fameux apostrophe S qui s'est retrouvé en fait au milieu des deux noms. Mais comme tout a été collé, ben c'est vrai que le génitif a un peu perdu sa trace, mais il y a toujours le S, donc la marque du génitif est toujours là. Donc vous avez aussi statesman, donc un homme d'État. Vous avez tradesman aussi, donc un commerçant. Donc voilà, pareil, la liste est un peu plus longue que ça, mais ça fait partie des exceptions où c'est vraiment un génitif parce que vous avez toujours le S seulement avec le temps. Voilà, le génitif, tout s'est soudé en fait. Les deux noms, le S, tout s'est soudé pour ne former qu'un seul nom. Bien évidemment, dans le génitif, ce sera aussi le premier nom qui sera plus accentué que le second, comme pour n'importe quel nom composé. Après, il y a des exceptions, enfin des contextes où on ne peut pas retrouver le génitif. Par exemple, on ne peut pas retrouver le génitif classifiant ou générique avec un objet ou un animal mort. C'est très très gai ce que je dis, un animal mort. Moi qui ai horreur de ça en plus, c'est merveilleux. Donc par exemple, vous ne pourriez pas dire table's leg. Wrong! C'est pas ça. Par contre, vous pouvez dire table leg. Donc là, en fait, ça fait partie des expressions où le génitif n'est pas possible, même si table leg est possible parce que c'est un nom composé, hein, ça existe, mais sans le génitif. Pareil pour chicken stock. Wrong, c'est pas possible. Chicken stock, c'est un bouillon de poule, mais là, le génitif ne va pas fonctionner, donc pas de génitif. Donc, avec le génitif classifiant, donc là, ça englobe tout, hein, mais avec le génitif classifiant, autant qu'avec les noms composés, si jamais vous voulez mettre un adjectif devant le nom composé, c'est vrai que jusqu'ici dans la vidéo on ne l'avait pas vu, mais si jamais vous avez besoin de mettre un adjectif devant tout le bloc en fait, devant tout nom composé, tout le mot composé, les adjectifs se retrouveront forcément devant, donc devant tout le bloc, je veux dire on ne le met pas au milieu par exemple, c'est parce qu'en fait le nom composé, même quand il y a l'espace, c'est un bloc qui est insécable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer les deux noms, parce qu'en fait, les deux noms ensemble, c'est comme si c'était un seul nom. Ils ne font plus qu'un, hein, c'est mignon. Ils ne font plus qu'un, ils sont unis pour la vie, voilà. Et on va comparer ça du coup avec le génitif déterminatif, pour vraiment que vous voyez la différence. Par exemple, si vous dites « a green lady's bike », il s'agit d'un vélo de femme vert. Mais si vous dites « this lady's green bike », il s'agit de ce vélo vert de cette femme. Donc en fait, le lady, c'est ça qui va changer finalement. Le lady, dans le premier exemple, va créer une sous-catégorie de bike, donc un vélo pour femme. Mais dans le deuxième exemple, ladies, en fait, c'est juste pour signifier à qui appartient le vélo. Donc là, on a le lien d'appartenance. Dans la première phrase, on a un nom composé, et dans la deuxième phrase, on a un génitif déterminatif. Donc la première phrase, génitif classifiant, deuxième phrase, génitif déterminatif. C'est un très bon test de voir si vous pouvez mettre un adjectif entre les deux. Si vous devez démontrer quelque chose, par exemple, c'est quelque chose que vous pouvez dire dans votre explication. De dire, voilà, si on peut ajouter un adjectif entre les deux noms, c'est qu'il s'agit d'un adjectif déterminatif. Si ce n'est pas le cas et qu'on met l'adjectif devant les deux noms, par contre, il s'agira d'un génitif classifiant ou générique et du coup, en soi, d'un nom composé. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions sur ce sujet-là, sur les noms composés, sur le fait de relier deux noms, n'hésitez pas, que ce soit sous cette vidéo ou sous les deux autres. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est méga super giga important. N'oubliez pas non plus la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos grâce à la petite notification. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Je vous fais à tous de très très gros bisous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!